Charles Marinakis, bonjour. Bonjour Olivier. Président de Century 21, l'un des principaux réseaux immobiliers de France avec 957 agences 957. L'occasion de faire un tour d'horizon avec vous de l'activité, de l'offre, de la demande, voir aussi l'évolution des prix et les perspectives parce que vous nous présentez en exclusivité, on vous remercie pour le Club Immo Figaro, les derniers chiffres du marché qui vont nous éclairer comme ça sur la conjoncture. On a beaucoup parlé en début d'année de ralentissement. Est-ce toujours le cas? On va le voir avec une carte. Ralentissement de l'activité. Alors oui, effectivement Olivier, les phénomènes observés au cours du deuxième semestre 2022, vous savez, il y a eu ce retournement de marché au début de l'été ou à la fin de l'été, en fonction des observateurs, se confirment. Ce sont effectivement les chiffres du mois de janvier qui sont tout frais, qu'on va pouvoir commenter ensemble, et qui confirment cette tendance, comme vous pouvez le voir, notamment sur la France entière, avec un volume de transactions qui est en baisse, même si les maisons résistent bien. Et vous voyez, on s'aperçoit quand même que là, le phénomène maison, c'est un phénomène qui est en train de s'ancrer dans le choix d'achat et d'investissement des Français. On le voit encore, l'achat de maison résiste, les appartements, c'est plus compliqué. Mais globalement, si vous voulez, ça baisse malgré tout en volume de 6% sur l'ensemble du territoire national. Oui, donc là, si on fait une moyenne, on est à moins 6. Exactement, on est à moins 6%. Donc vous voyez, là, il y a un véritable ralentissement. C'était, j'allais dire, pas prévu, mais prévisible. On l'avait anticipé, encore une fois, dès la fin de l'année 2022, et les premiers chiffres de janvier ne font que confirmer cette tendance. Cette tendance qui s'accompagne, et ça, c'est... Alors, je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais je le considère comme tel. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est l'ajustement des prix qui était une impérieuse nécessité pour arriver à débloquer un peu ce marché qui se télescope, mais je crois qu'on va en reparler avec des taux de crédit qui ont flambé sur les 18 derniers mois. Voilà. Oui, on voit des prix moyens donc, qui sont en baisse, une sorte, vous le dites, de retour à la raison, en fait, un petit peu, parce que les prix avaient beaucoup augmenté depuis Exactement. Post-Covid notamment, et on voit l'évolution mensuelle des prix moyens en France. Donc avec cette légère baisse, qui pour vous est salutaire. En fait. Oui, moi je considère qu'elle est salutaire. Vous savez, j'ai une conviction forte, c'est que ce marché, il a une faculté incroyable à s'autoréguler depuis la nuit des temps, et que selon l'expression que j'aime bien utiliser, quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et donc là, le marché, et pour le coup je vais vous emprunter votre expression, revient à la raison petit à petit, est en train de se réguler. La seule chose, c'est que le marché de l'immobilier, c'est pas un marché de consommation courante. Donc il y a une inertie, si vous voulez, entre le moment où les phénomènes commencent à s'identifier et se détecter et le moment où ils se traduisent factuellement, si vous voulez, sur les marchés. Ça veut dire très justement que les vendeurs mettent du temps, si vous voulez, entre le moment où ils ont confié leurs biens à la vente à un prix X, accepter qu'ils doivent réviser leur prix à la baisse, ça prend du temps. Voilà. Donc là, ça commence à se réguler petit à petit. On peut imaginer assez facilement que cette courbe va continuer à décroître. Alors je le dis sans fracture aucune, personne ne va baisser son prix de 40% du jour au lendemain, mais avec un nécessaire ajustement qui est, je crois, salutaire pour tout le monde. Et vous estimez, Charles, notamment, qu'il y aura une baisse de prix autour de moins 6, moins 7%, si on se projette sur l'année. Il faudrait, pour être tout à fait transparent avec vous, et on peut le prouver arithmétiquement si on fait un petit travail sur la hausse des taux de crédit, il lui fallu que le marché baisse de 12%. Voilà, je ne pense pas qu'il baissera de 12%, mais il faudrait qu'on soit le plus proche possible des 10 et que j'extrapole assez facilement entre, j'avais dit 5 à 7, j'aimerais redire 7 à 8 plutôt. Voilà. Et là, évidemment, on est sur des moyennes, il y a différents marchés, il y a des différents rythmes selon le type de bien, selon les secteurs géographiques, mais voilà. Vous dites cette tendance donc, qui devrait perdurer tout au long de l'année, baisser comme ça progressivement, de 6 à 7%. Ça, c'est sur l'évolution de la tendance France. On va faire un focus maintenant sur la capitale. Alors, Paris, on va voir notamment Paris. Alors là, le nombre de transactions, quand même près de 20% à deux chiffres. Oui, alors bon, c'est sur un mois, il faut relativiser, ça va se lisser dans le temps. Mais vous voyez, Paris est un marché qui s'est techniquement crispé, avec des prix qui sont en train de s'ajuster. Est-ce que aussi, peut-être que
je ne suis pas certain que les dernières annonces de la maire de Paris soient très incitatives quand vous allez augmenter votre taxe foncière de 52%. Je ne suis pas sûr que toutes les caractéristiques soient bien remplies à Paris pour favoriser les transactions immeubles, même si Paris reste très soutenu, vous savez, par les investisseurs étrangers, en particulier ceux qui viennent de la zone dollar, qui ont retrouvé du pouvoir d'achat immobilier. Mais oui, voilà, typiquement, Paris est un marché qui est à la baisse aujourd'hui, un peu probablement plus crispé que les autres. Mais je voudrais profiter de l'analyse du focus de Paris pour rebondir sur deux phénomènes que nous avions largement observés sur le courant de l'année 2022. Et je sais que vous êtes aussi adepte de ce concept-là. Il n'y a plus un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier, parce que cette tendance, par exemple, elle n'est absolument pas la même en Bourgogne-Franche-Comté ou en Bretagne, avec des phénomènes d'ailleurs qui n'ont plus rien de comparable entre eux. Donc je crois qu'il faut les traiter comme on le fait là, de manière isolée. Et puis sur l'échelle du temps, l'observation annuelle aujourd'hui, elle n'a plus de sens. On doit revenir sur des temps plus réduits pour avoir une observation plus précise. Je pense qu'au mois, c'est peut-être trop court, mais au mois, au trimestre, pour avoir une tendance. Une tendance, Voilà. Oui, des indicateurs. Et parmi ces indicateurs, bon, on va revenir sur les prix. Investissement locatif, forte baisse. Et puis, juste avant, si on peut revenir sur le slide précédent, notamment les jeunes, là, moins 44,2%. Alors, c'est les moins de 30 ans, peut-être un peu jeunes, oui, mais c'est vrai. quand même moins 44%. Oui, alors, eux, ils ont été... D'abord, vous avez raison, moins de 30 ans. C'est vrai que ça me rappelle que je suis d'une génération où, à moins de 30 ans, on n'imaginait même pas acheter son logement. Ouais, à moins d'hériter. Peut-être qu'il faudra réviser cette tranche légèrement à la hausse, même si les jeunes achètent de plus en plus tôt, et c'est tant mieux ainsi. Ils ont été désolvabilisés clairement par l'augmentation des taux de crédit, si vous voulez. Et ils n'ont pas les moyens de compenser cette désolvabilisation par un apport personnel. Ouais. C'est-à-dire leur capacité d'emprunt a été amputée par l'augmentation des taux de crédit, et eux, cette catégorie-là, sauf effectivement avoir hérité, ils n'ont pas la possibilité de compenser la diminution de leur pouvoir d'achat immobilier par de l'apport personnel. Alors, on va voir sur les prix à Paris, avec là, vous allez nous indiquer... Non, tout d'abord, oui, les délais de vente. Délais de vente, donc ça remonte. Mécaniquement, ça s'allonge. 86 jours. Ouais. Regardez, vous prenez en 2011, c'était la moitié, 44 jours. Donc, il y avait... C'est vrai qu'on sort de 10 ans de marché euphorique, notamment à Paris, où on va prendre un raccourci, mais à peu près tous vendaient ou quasiment. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Les produits, les biens, ils doivent avoir un certain nombre de valeurs ajoutées, de caractéristiques, soit des géolocalisations, soit du nombre de mètres carrés, soit de pièces, soit d'un rapport surface-prix. Sinon, vous êtes un peu en panne en termes de cession. Il y a aussi une demande, si vous voulez, qui s'est ralentie. Le trafic acheteur, de manière générale, les demandes d'acquéreurs ont chuté de l'ordre de 15%. Donc, il y a un trafic qui s'est ralenti. Voilà, donc tout ça a pour conséquence, si vous voulez, d'allonger les délais de vente, ce qui est somme toute assez logique. Des délais de vente qui s'allongent, et on va voir là, alors, pour le coup, les prix, les valeurs à Paris. Et là, alors, vous revenez, vous indiquez, en fait, cette barre symbolique des 10 000 euros par mètre carré, en fait, selon vous, selon le réseau Century 21, on serait actuellement en dessous. Oui, alors nous, c'est nos chiffres de janvier 2023. Probablement que si vous interrogez Barnes, vous ne serez pas à 9 907 euros du mètre carré. Vous savez, Century 21, c'est un réseau national plutôt qui traite du marché courant. Sans doute que nous avons vendu plus d'appartements dans le 18e ou le 19e que Barnes ou que Féo, mais nos prix à nous, c'est ça. Je note quand même qu'en fin d'année, certains de mes concurrents avaient un peu raillé cette barre psychologique des 9 000 euros du mètre carré, des 10 000 euros du mètre carré. Malgré tout, toutes les analyses sont à la baisse. À l'unanimité, tout le monde dit que le prix baisse à Paris. Et je crois qu'il y a même un analyste qui a donné 7 arrondissements sur 20 qui sont en dessous des 9 000 euros aujourd'hui. Des 10 000 euros, pardon. Bon. Donc voilà, donc c'est possible de trouver... On verra avec les notaires. On verra avec les notaires. Voilà. De vente. Mais bon, n'allez pas boulevard Saint-Germain chercher 9 907 euros du mètre carré. Vous ne les trouverez pas. Voilà. Alors, on va sortir justement du boulevard Saint-Germain. On va aller justement en banlieue, région parisienne. Avec là, on va faire un focus sur l'Île-de-France. Alors, l'Île-de-France, d'abord avec cette carte, nombre de transactions, on voit les maisons en progression, les appartements en net recul, moins 9,8%. Exactement. Et les prix, alors là, qui sont plutôt à la baisse. Par contre, un investissement locatif qui est à la hausse, et on peut l'expliquer. Et puis, les moins de 30 ans, là, par contre... Malheureusement, voilà.
Les conditions de crédit. Voilà, les conditions de crédit, quel que soit l'endroit où vous achetez, de toute façon, elles restent opposables au moins de 30 ans, hein, pour les raisons de pouvoir d'achat qu'on a déjà expliqué tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que l'Île-de-France, c'est assez révélateur finalement. D'abord, c'est un marché qui est très hétéroclite, parce que les départements ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont très limitrophes, d'autres très éloignés de Paris. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il souligne malgré tout la bonne tenue des maisons, hein. C'est quelque chose qu'on observe maintenant. Ça fait 2 ans qu'on dit ça, post-Covid. Et je crois que si on change de logement en Île-de-France, ben on change plutôt pour une maison, hein, globalement. C'est plutôt, vous avez peut-être lu comme moi un sondage réalisé par les architectes ce week-end, où finalement les Franciliens déclarent très majoritairement être très satisfaits à 85% de leur logement, hein. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, même si ils sont 50% à être propriétaires. Et ils consacrent quand même pas loin de 40% de leurs revenus au logement, hein. Donc, c'est dire l'importance du logement dans la vie du ménage. Mais là, je trouve que c'est assez révélateur. Quand on change de logement, ou quand on cherche un logement en Île-de-France, maintenant on cherche plutôt une maison. Ça a du sens que de faire ça. Et puis, vous voyez, les prix sont en train de s'ajuster, ce qui, encore une fois, est une bonne nouvelle pour nous, quels que soient d'ailleurs les départements. Alors, évidemment, pour être tout à fait transparent, si on rentrait dans l'analyse de ça, les départements qui étaient déjà chers avant Covid, ben, ce sont ceux qui profitent le moins de cette tendance, parce que ça reste très cher. En revanche, les départements qui étaient pas chers ou beaucoup moins chers, typiquement la Seine-de-Saint-Denis, une partie de la Seine-et-Marne, une partie de l'Essonne, une partie du Val-de-Marne, celle qui est la plus éloignée de Paris, profitent de cette mouvance, si vous voulez, et du souhait d'accessibilité à la maison. Voilà. Et puis l'investissement locatif, Oui. parce que c'est encore possible et c'est encore rentable, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a redécouvert, puis vous savez, il y a des banlieues parisiennes aujourd'hui, Saint-Ouen, le Valois, mais bon, le Valois, ça date déjà, mais Saint-Ouen, Clichy, typiquement, qui sont reconnectés par les transports urbains, si vous voulez, à Paris, et qui ont généré des choix d'investissement locatif importants. Alors, justement, on va sortir un petit peu de ces chiffres et voir quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Alors, d'un côté, on peut dire c'est la valeur verte ou la décote rouge. C'est tout ce qui touche à la rénovation énergétique. Maintenant, on regarde de plus en plus à la loupe, évidemment. Ce n'est pas que des mètres carrés, c'est pas que l'emplacement, c'est aussi le coût du budget de travaux. Est-ce que, par rapport au DPE, diagnostic de performance énergétique, par rapport voilà, est-ce que vous avez de plus en plus de demandes dans le domaine? Est-ce que ça pèse sur le marché? Qu'est-ce que répond Century 21? Est-ce qu'il y a une inquiétude aussi? Alors, inquiétude, non, mais observation, oui. Pour être très franc, Olivier, on n'a pas le recul nécessaire aujourd'hui, et vous dire le contraire, ce serait vous mentir. On a des observations de comportement qui datent de la fin de l'année 2022. Ce qui est certain, c'est que c'est devenu un critère de choix additionnel, hein. Aujourd'hui, quand on achète ou quand on loue un logement, on regarde sa classification énergétique. Avant, c'est vrai qu'on traitait un peu ça. Quand on tombait amoureux d'un logement, on l'achetait, on ne regardait pas trop sa classification. La nouvelle réglementation, pour le coup, a attiré l'attention, et c'est finalement une bonne chose, du consommateur sur sa classification énergétique. Ça a pris d'autant plus de sens que le coût de l'énergie étant ce qu'il est aujourd'hui, finalement, ce dispositif, il a forcément amplifié parce que ça vient toucher une réalité économique du quotidien. Voilà. Ce qui se passe clairement aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on observe 2 phénomènes. Un, il y a beaucoup de propriétaires privés qui ne feront pas les travaux et qui vont décider de reporter sur le marché de la vente la partie locative qu'ils avaient des investisseurs privés, parce qu'eux, ils ne savent pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a X raisons. Parfois aussi par lassitude du statut de bailleur, peut-être pas assez reconnu, et finalement, ils disent, bon, puisque c'est comme ça fait 15 ans, 20 ans, ils calculent une assiette de plus-value qui finalement n'est pas trop pénalisante, et ils préfèrent le vendre. Voilà. Et donc, on se retrouve avec pas mal de biens qui sont à la vente en classification F et G. Et puis, il y a des ménages aussi qui peut-être n'ont pas le choix, sont en train de rembourser aussi un crédit. Exactement. Quand on parle de rénovation globale, des fois, c'est du 50 000 €, 60 000 Exactement. €. Tout le monde ne peut pas. Exactement. Tout le monde ne peut pas, effectivement. Donc, parfois, c'est aussi la contrainte économique qui fait qu'on est obligé de céder ce logement. Voilà. Donc, trouver l'équilibre entre l'économique et l'écologique. Exactement. Et je ne suis pas certain qu'on ait trouvé cet équilibre-là. Voilà. Et on pourra y revenir d'ailleurs, parce que cet équilibre que vous décrivez, il devrait être la préoccupation du gouvernement en matière de logement, et j'ai l'impression qu'elle est déséquilibrée aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier, justement, du gouvernement en matière de politique du logement? Oui, ce que je crois, c'est qu'il y a, vous voyez, cet équilibre aujourd'hui, il me paraît
impossible ou improbable. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne s'en est pas préoccupé pendant des années, puis tout d'un coup, on se préoccupe d'un équilibre, vous avez raison, entre l'écologie et l'économie. Voilà. Et la brutalité avec laquelle c'est fait, c'est indigeste. C'est indigeste pour l'immobilier ancien, c'est digeste pour l'immobilier neuf, à qui on impose des nouvelles contraintes, et c'est tant mieux ainsi si on peut décarboner, etc. Ben c'est le sens de l'histoire que de le faire, que d'avoir des constructions plus écologiques, plus vertes, plus économiques. Ça, c'est le sens de l'histoire. Je crois que tout le monde s'y est à peu près d'accord pour dire que c'est une nécessité et que c'est l'avenir de faire comme ça, y compris les grands constructeurs. Après, on se télescope, si vous voulez, entre... Moi, j'aime bien cette notion d'équilibre écologie et économie, et moi, je dis, là, on est dans un choix un peu cornélien entre qualité et quantité. Et donc, on n'a pas trouvé cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier la quantité qui est, malgré tout, un besoin absolu en matière de logement. Vous avez peut-être lu, comme moi, le dernier rapport de l'abbé Pierre sur le mal logement en France. Donc, il y a un souci de logement en termes de quantité, si vous voulez, et on est en train de sacrifier la quantité au profit de la qualité. Voilà. Et je pense qu'Édouard Philippe a été le seul homme politique à contester... parler de folie. De folie, d'accord, d'empêcher la location des logements classés F et G. Je ne sais pas si c'est une folie, mais en tout cas, c'est une stratégie qui va venir contrarier forcément. Là, on va avoir une opposition entre qualité au sens écologique du terme et au sens énergétique du terme, et quantité. J'en veux pour preuve, vous savez comme moi que la mise en logement, la mise en chantier et la commercialisation de logements neufs est terriblement en panne en France. Une des raisons, mais ce n'est pas la seule, c'est les contraintes écologiques, c'est les contraintes techniques, c'est l'absence de délivrance de permis de construire, c'est des gabarits plus petits. Donc voilà, on est en train, si vous voulez, un peu de compresser ce marché de l'immobilier au lieu de lui donner de l'oxygène. Et peut-être pourrait-on lui donner de l'oxygène sans forcément ne pas respecter les contraintes écologiques. Et pour terminer en conclusion, cette période d'incertitude, à la fois économique, on a peu de visibilité, quels sont vos conseils? En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier? Moi, je crois qu'il faut d'abord, il y a plusieurs étapes. Il faut prendre sa décision déjà. Hein. C'est évidemment le choix le plus difficile dans la vie, c'est d'arbitrer entre est-ce que je reste là. Alors, parfois, il y a des mouvements qui sont des mouvements contraints, malheureusement, parce qu'il y a des faits de vie. Vous savez, l'acte d'achat immobilier, à part les investisseurs, et encore, c'est toujours un fait de vie. Il y a un fait de vie qui, à un moment donné, souvent heureux d'ailleurs, parfois malheureux, mais souvent heureux, qui fait que vous allez quitter chez vos parents, vous marier, vivre avec une amie, avoir des enfants ou plusieurs enfants, donc qui vont vous contraindre ou qui vont vous inciter à changer d'environnement et changer de logement. Voilà. Donc c'est à un moment donné, je crois que c'est la décision la plus importante que vous avez à prendre. C'est ce choix qui a fait. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il y a des nécessités de déménager ou pas, et si c'est votre choix de vie que de déménager, de toute façon, on ne refera pas l'histoire. Qui peut dire aujourd'hui quand est-ce qu'on retrouvera des taux de crédit à 1,10? Personne, ni vous ni moi. Voilà, voilà, c'est comme ça. L'histoire, elle a été faite d'événements. Moi, j'ai connu de l'inflation à 14%, à 16%. Elle est tombée à 0,7. Elle est de nouveau à 5,2%. C'est un éternel recommencement. Donc, je crois que c'est vraiment une décision personnelle. Et juste, par contre, moi, je suis très attentif à une chose. Il ne faut pas se mettre en danger quand on achète un logement. Il faut respecter un équilibre. Vous l'avez dit, l'équilibre économique du ménage. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que, je veux dire, acheter un logement pour y vivre mal psychologiquement, ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut acheter un logement pour y vivre sereinement en famille. Donc, acheter quelque chose qui correspond à vos capacités d'achat, à vos capacités financières. Et c'est pas grave, la vie, c'est long, vous pouvez en changer, vous pouvez vendre, acheter plus grand. C'est comme ça, les histoires patrimoniales se construisent comme ça avec le temps. Il faut rester, surtout sur les premières acquisitions, ne vous mettez pas en difficulté, voire sur les secondo-accédants. Il faut rester dans un équilibre entre la qualité de vie, mais dans la qualité de vie aussi, la qualité, la sérénité financière, d'avoir une échéance qui est compatible avec vos revenus. Voilà, je crois qu'il faut faire les choses de manière posée et tranquille dans le temps. Charles Marinakis, merci beaucoup. Merci Olivier de cette invitation. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.